Chers amis abonnés, bonjour, ravi de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui le samedi 2 août et je vais vous commenter la prochaine pleine lune qui aura lieu le 9 août 2025. Il était donc temps que je vous la commente. Alors cette nouvelle lune va se déployer, prendre son plein dans le signe, cette pleine lune, dans le signe du Verseau. Autrement dit, une pleine lune qui va être sous la maîtrise de la planète Uranus. Donc, autant dire une lunaison qui va avoir cette couleur uranienne. Donc, la lune est d'élément eau, Uranus a une valeur de feu, ça se passe dans un signe d'air, ça fait un beau petit cocktail d'éléments. Et cette lune en Verseau, évidemment, est une lune qui va avoir besoin de liberté, besoin d'espace, une lune qui va, comment dirais-je, cette lune en Verseau apporte une certaine forme de curiosité, un besoin donc d'évasion, donc un besoin de se sentir libre. Donc ça peut être une lunaison aussi qui peut avoir différents aspects qui peuvent apparaître, je dirais, contradictoires. Alors je m'explique. Cette pleine lune en Verseau peut, par exemple, sur le plan individuel, nous aider à prendre de la distance, à comment dirais-je, lancer un processus de libération par rapport à des liens, des affects, pour un peu résumer ma pensée, qui nous empêche vraiment d'évoluer, d'avancer. Vous savez, quelquefois on a des petits fils à la patte, et puis ces petits fils nous retiennent, bon an, mal an, bon gré, mal gré, et en fait nous empêchent d'avancer, d'évoluer à notre guise. Et là, cette pleine lune-là peut nous aider à entamer, à déjà mettre en place un processus de compréhension, d'élucidation, pour nous aider un peu à nous dégager et à vivre pleinement cette pleine lune de façon très uranienne, donc une pleine lune qui a besoin de se libérer, qui a besoin de connaître son ascension. Alors là, la pleine lune est marquée évidemment par le lien au sentiment, à l'affectivité. Dans le signe du Verseau, on peut marquer sur ce point-là une certaine forme de fraternité, c'est-à-dire que cette affectivité est au service du signe du Verseau, qui est quand même le signe de la fraternité. Mais la fraternité ne veut pas dire forcément, vous savez, des liens de possessivité tels que l'inclut par exemple les relations amoureuses, où quelquefois il y a un côté fusionnel. Alors là, par contre, la pleine lune en Verseau n'est pas du tout fusionnelle, c'est tout le contraire. Elle sait garder son autonomie, sa part d'individualité. Donc, plutôt une pleine lune, je dirais, intéressante. Alors après, sur l'autre plan, évidemment, ça peut être plus ou moins bien perçu quand on est dans ce type de dynamique, je dirais. Évidemment, par des fois l'entourage, ils peuvent se dire, tiens, c'est curieux, il ou elle a changé, je la trouve plus pareille, je la trouve un peu indifférente, je trouve qu'il ou elle est ailleurs. Eh ben oui, c'est le propre d'Uranus. Uranus, c'est un peu qui m'aime me suive. Voilà un petit peu la petite note que je vais vous donner. Et puis c'est intéressant parce que le soleil est en Lion. Et là, le soleil est dans son signe, puisque le Lion, comme vous le savez, est le seul signe qui a le soleil pour planète. Là, on est dans le rapport avec l'ego. Le soleil en Lion, c'est l'ego. Vous savez que le soleil est au centre, il centralise, tout gravite autour de lui. Donc on a l'expression d'un ego fort, deux sentiments qui sont tout aussi fort, mais là, il y a une différence entre le soleil qui ramène à soi et la pleine lune en Verseau qui tend plutôt à mettre de la distance, à ne pas vouloir se laisser enfermer, prisonnier de liens, voilà, manipulé par tout ce qui peut être affectif. Alors, puisque cette pleine lune se fait dans le signe du Verseau, donc sous une maîtrise d'Uranus, on vient tout de suite positionner Uranus, évidemment. Alors vous savez qu'il est à 1 degré du signe des Gémeaux, voilà. Alors on a un Uranus qui est sous la maîtrise de Mercure, donc là on est dans un rapport de maîtrise Uranus qui, on va dire, maîtrise, contrôle cette pleine lune,
est dans le signe mercurien des Gémeaux. Donc là, ça ne fait que, je dirais, rajouter une note supplémentaire dans la mobilité, la liberté, la libre expression. Là, l'Uranus, vous voyez, dans le signe des Gémeaux, pose la question de la fameuse liberté d'expression dont on ne cesse de nous parler et qui se trouve, à mon sens, de plus en plus circonscrite et limitée, ou tout au moins sérieusement, je dirais, encadrée, d'une façon très subtile, mais je trouve que la liberté d'expression, à mon sens, est de plus en plus menacée. Et donc là, Uranus, dans le signe des Gémeaux, le signe du Mercure, marque la question justement de la liberté d'expression. Et il maîtrise donc cette pleine lune qui a également besoin d'une liberté pour vivre ses propres sentiments, ses propres instincts, puisque la lune régit également les instincts. Bref, on a là donc pour l'instant une distribution planétaire et de signes qui demande de la liberté dans l'acception large du terme. Uranus en Gémeaux, c'est la liberté de la parole, c'est la liberté de la contestation, la liberté de dire non, la liberté de se démarquer, la liberté de marquer sa singularité, etc., etc. À une époque où on a envie quand même de gentiment nous embrigader et de nous faire suivre la ligne jaune. Pointe à la ligne. Alors, puisque Uranus est dans le signe des Gémeaux, on va positionner Mercure. Voilà. Mercure est en Lion. Il est dans sa phase de sextile à Uranus et il est dans sa phase de rétrogradation. Il va redevenir direct dans 2 jours. Le 11 août, Mercure redevient direct. Donc il est dans sa phase, il a fait sa conjonction inférieure au Soleil, il est dans sa phase plutôt maintenant prométhéenne. Alors inutile de vous dire que tous les accords qui ont été passés durant ce Mercure rétrograde, notamment par exemple aux décisions qu'a pris M. Donald Trump sur les taxes douanières, etc., aux frontières, ça s'est fait sous Mercure rétrograde en Lion. En plus, il est ascendant Lion, ça s'est fait dans une partie de son ascendant et de sa maison 12. Inutile de vous dire que tout ceci ne va pas tenir et que tout ceci va être sérieusement remis en question. Parce que de toute façon, l'économie intérieure des États-Unis vont aussi en pâtir. Donc, Mercure rétrograde, mal sous-posé, mal sous-pesé. Bref, ça aurait plutôt été le moment de revoir, de remettre tout à plat sur la table, plutôt que de signer les accords sous ce Mercure rétrograde. Alors, on voit que ce Mercure est au sextile d'Uranus, il est en Lion, donc c'est un Mercure évidemment très, très dans la primarité. L'extraversion, il n'est pas dans la retenue, bien qu'il soit rétrograde, il est au sextile d'Uranus, donc de nouveau la liberté de la parole, c'est clair, hein. C'est un Mercure quand même de feu, un Mercure solaire, donc qui a besoin de se faire entendre. La parole a besoin de rayonner, a besoin d'être distribuée. On est tous, sauf pour l'instant, dans des configurations qui supporteraient une limitation à la liberté, que ça soit sur le plan individuel ou collectif. Positionnons Vénus. Vénus est dans le signe du Cancer. C'est une Vénus lunaire. Là, on peut dire que la pleine lune a maîtrise sur Vénus. Hein. Donc là, c'est une Vénus sous la maîtrise de la lune, une Vénus. Alors là, on est en plein dans la Vénus des sentiments, l'expression le côté sentimental se déploie pleinement dans cette Vénus en Cancer. C'est l'amour des siens, l'amour de la famille, l'amour des enfants. C'est aussi la part de rêve, la part de fécondité, de créativité. Bref, cette Vénus en Cancer est plutôt très très belle. Hein. Y a une expression de douceur dans cette Vénus en Cancer. Ça allie à la fois Vénus-Lune, hein, les 2 planètes de la vie affective. Donc on a là une douceur qui existe quand même dans ce ciel qui est plutôt, je dirais, tout en dynamisme et tout en extraversion. Cette petite Vénus Cancer marque une note d'intériorisation. Elle a besoin d'intimité, elle a besoin d'aimer dans le confort, du repli sur soi, mais je veux dire dans le cocooning, vous voyez, un petit peu l'amour qui s'exprime dans le cadre lunaire.
Positionnons Mars. Mars est en balance. Nous avons un Mars sous la maîtrise de Vénus, donc on dit qu'il est en exil. Mars en balance, il est au service des valeurs de Vénus, au service de l'équilibre, de l'harmonie. Il est au trigone d'Uranus, on a un trigone exact, Uranus-Mars à 1 degré. Voyez-vous, là on a un aspect extrêmement dynamique, là on est dans des rapports d'air et de feu. Mars est une planète de feu, Uranus planète de feu dans un signe d'air. L'air anime le feu, donc on est dans un rapport, donc là encore, c'est un rapport calorique, un rapport de feu, un rapport d'extraversion. C'est pas vraiment de la patience, il y a de là une capacité, une forme d'irritation, il y a aussi une capacité à pouvoir mobiliser l'énergie, la combativité, l'énergie pour transformer les choses au service de Mercure. Donc là, on a un Mars, je dirais, qui est plutôt... qui va essayer, comme il est dans sa terre d'exil, il n'est pas dans le bélier, là, il est obligé de s'adapter aux valeurs de Vénus. Mais en même temps, il essaye d'imposer sa volonté. Mais il est obligé quand même de se plier, il n'est pas dans son espace. Donc il est obligé d'accepter une forme beaucoup plus diplomate pour arriver à ses objectifs. Continuons. Mettons Jupiter. Alors Jupiter, on sait qu'il est en Cancer, dans son signe d'exaltation, il est conjoint à Vénus. Une conjonction Vénus-Jupiter en soi est toujours une belle rencontre, mais en plus en signe du Cancer, ça exacerbe l'expression affective, l'expression des sentiments. Ça, évidemment, valorise toute l'expression de la sensibilité. C'est une très belle configuration pour les créateurs. C'est-à-dire que ça peut donner de l'imagination, ça peut donner quand même de la fécondité, surtout que la Lune qui a maîtrise sur ces deux planètes est en Verseau, donc il peut y avoir à la fois une note d'originalité et une capacité à apporter quand même de la sensibilité au champ créatif. C'est un aspect de rassemblement. Par exemple, pour ceux d'entre vous par exemple pour les personnes qui sont des comédiens, et en particulier si vous évoluez dans le milieu théâtral, Vénus-Jupiter est une très belle configuration pour ça, parce que le théâtre est davantage symbolisé par les valeurs de la Lune. Vous savez, c'est la troupe théâtrale, le petit ventre, c'est ces comédiens qui vont vivre ensemble, quelquefois ils vivent pendant des mois. Quand la pièce de théâtre a du succès, celle-ci est itinérante. Donc les valeurs du théâtre sont davantage des valeurs liées à la Lune et au Cancer, alors que le cinéma, c'est vraiment Uranus. Les comédiens se retrouvent durant un temps, puis après ça s'éparpille. Voilà. Il y a le côté rapide, fulgurant du cinéma, alors que le théâtre, il peut y avoir un moment de recueillement où on forme un clan affectif et on est ensemble, on fait des répétitions, bref. Alors c'est une valeur, vous voyez, de rassemblement, une grande valeur d'affectivité. Par exemple, cette Vénus-Jupiter là, c'est le moment de se réconcilier quand on a eu des bisbilles. Par exemple, des malentendus, des disputes avec les amis, des disputes amoureuses. C'est le moment d'apporter de la paix et de se réconcilier. Alors, Saturne. Le pépère, il est en Bélier encore. Il est là. Il est dans sa phase de rétro, il va encore revenir en Poisson. Puisque le renouveau du cycle Saturne-Neptune se fera en février 2026. Mais on est déjà là dans la conjonction du cycle. Alors, Saturne est opposé à Mars. Alors, c'est vrai que c'est un aspect, là, sur le plan individuel, c'est un aspect de haut et de bas. C'est-à-dire que ça peut être un aspect de frustration. Mars, qui est en plus en exil, reçoit l'opposition de Saturne. Donc ça peut marquer, même Saturne, lui, il est en chute en Bélier, puisqu'il est exalté en Balance. Donc on a là une opposition en détriment, si je puis dire. Les deux planètes sont à la fois dans leur espace qui n'est pas le leur, et en plus, elles sont très opposées l'une à l'autre. Saturne retient, alors que Mars, il avance, il perfore. Il y en a un qui est plutôt dans la valeur d'extraversion et l'autre dans la valeur d'introversion. Là, c'est un aspect un petit peu, comme on dit, un peu cyclotimique. On passe par des hauts et des bas. On va avoir une période d'hyperactivité, puis d'un seul coup, on va basculer dans une période d'asthénie. Bref, on a là une alternance
qui peut donner des sautes d'humeur, des variations au niveau du désir, hein, et la concentration de temps en temps qui peut être un petit peu plus fragile parce que Mars vient un petit peu s'opposer à Saturne. Hein. Voilà. Donc, alors de l'autre côté, on a un sextile Saturne-Uranus, exact, hein, et puis au trigone de Mercure. On a globalement, vous voyez là, Mercure est rétro, mais on a un Mercure qui est plutôt bien soutenu. Hein. Vous voyez, sextile Mars, sextile Uranus et trigone Saturne. Uranus aussi jusqu'à présent ne forme que des harmoniques. Hein. Des valeurs de changement, des valeurs de réforme. Alors on a un beau Mercure rétrograde. Que vous dire de plus? Tout dépend après dans vos thèmes respectifs ce que ce Mercure fait dans vos thèmes, voyez, hein. Bon, comme je vous l'ai dit, le 11 août, il reprend sa course directe. Donc, c'est plutôt une période où les échanges peuvent quand même aboutir à des résultats. Et des résultats concluants et peut-être même pérennes, vous voyez, hein, quand même. Donc voilà ce que je peux vous dire. Après, difficile de dire réellement sur le plan individuel. Ce sont de grandes généralités qu'on peut exprimer sur ce point. Après, on va positionner Neptune qui est conjoint à Saturne. Hein. Bien sûr, on a la conjonction. Là, vous voyez le cycle Saturne-Neptune qui est là, qui est opposé à Mars. Alors là, c'est pareil. Une Neptune opposée à Mars aussi, il faut se méfier de cette opposition parce que ça peut donner l'effet du coup d'épée dans l'eau, du pétard mouillé. Ça peut être aussi, comment dirais-je, attention à la multiplication des problèmes, des attaques. Ça peut être un côté, on va être particulièrement vulnérable. Attention à tout ce qui peut être viral, les virus, parce que là, Mars avec le Neptune, ça peut marquer une propagation. Bref, c'est un aspect un peu qui rend à fleur de peau, si vous voulez. Hein. Mars et Neptune sont très très opposés. Il y en a un qui est tout en relâchement, alors que l'autre, il essaye de piquer, lui. Hein. Neptune essaye plutôt d'embrasser, si j'ose dire, et l'autre, il essaye plutôt de traverser, vous voyez, donc de fendre. Donc, c'est une opposition vraiment très, très... Il faut s'en méfier. Alors, voyez dans votre thème ce que ça englobe. Si vous avez des planètes rapides, là, si par exemple vous avez une lune, là, tout début bélier ou toute fin balance, attention au niveau affectif, attention à ce que vous allez faire, attention à ce que vous allez dire. Ne soyez pas trop susceptible à fleur de peau. Essayez quand même au maximum de vous protéger. Si c'est Vénus, la planète des accords, de l'amour, attention, ne soyez pas trop tranchant. Méfiez-vous des réactions que vous pourriez avoir et des conséquences que celles-ci pourraient engendrer. Voilà. Si c'est Mercure, faites attention à ce que vous allez dire, au contrat que vous allez passer, méfiez-vous également. Enfin bref, voilà. Positionnons le dernier là du lot, Pluton, lui qui est en Verseau. Voilà. Il est à 2 degrés. On a actuellement un Pluton là qui est au sextile de Saturne-Neptune, au trigone d'Uranus. On a déjà la formation des Landes, vous voyez, en harmonique là, hein, ça y est, hein, vous voyez, déjà. Bon. On a d'ailleurs, si on positionne, vous voyez clairement, la totalité du ciel de cette pleine lune, vous voyez, on a carrément, pour ceux qui travaillent sur les figures, on a une enveloppe ouverte, et l'enveloppe ouverte va vers Uranus. Donc on est quand même dans une période où les choses avancent, quoi qu'on pense, les choses avancent, et Uranus marque une réforme, une révolution et un changement. Donc il y a quelque chose qui est en train de se tramer actuellement, les choses, quoi qu'il en soit, avancent. Uranus peut marquer aussi des ultimatums, parce qu'il y a le côté frondeur, radical d'Uranus, mais on voit qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer actuellement. Vous voyez, indéniablement, bon alors évidemment, quand on a une enveloppe, on a forcément 2 oppositions à l'intérieur, c'est systématique. Et on a même, vous voyez, très intéressant, 2 sesquicarrés reliés par 2 semi-carrés. Vous voyez, on a quand même un ciel qui comporte à la fois 1, 2, 3, 4 sextiles, vous voyez, 2 sesquicarrés, 2 semi-carrés, le rectangle, et également 1, 2, 3, 4 trigones, grosso modo. Vous voyez, on a un ciel quand même qui est très équilibré, et moi je pense que cette nouvelle lune marque une étape sur le plan, je dirais,
Bon, alors sur le plan individuel, il faut voir hein, dans vos thèmes respectifs, mais je pense que sur le plan mondial, cette pleine lune va être décisive sur beaucoup de points. Vous voyez, Mercure est opposé quand même à Pluton, mais il est relié par Saturne, Neptune, Uranus et Mars. Donc on voit que là, il y a la réflexion qui s'oppose à tout ce qui peut être radical, définitive, la terreur, la menace. Il y a quand même du soutien par ailleurs. Donc on peut quand même supputer que le cogito va l'emporter sur les pulsions de mort qui sont symbolisées par Pluton. Même Pluton, vous voyez là sur ce plan, est aussi soutenu par Saturne, Neptune, Uranus et Mars comme les Mercure. Donc on a quand même là un équilibre des forces, un équilibre des champs d'énergie, si on part de l'hypothèse que les aspects sont des champs d'énergie entre les planètes. Voilà. Donc je trouve que cette prochaine pleine lune est très porteuse et qu'elle doit normalement annoncer des changements et des, comment dirais-je, des changements, ça ne veut pas dire grand-chose hein, quand je vous dis ça, je suis bien conscient, parce que changement de quoi et changement comment. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a le caractère uranien de l'inattendu, et de cet inattendu-là peut surgir effectivement un apaisement. Vénus-Jupiter en Cancer, et vous voyez que Vénus-Jupiter, dans cette lunaison-là, ils sont complètement libres. On ne vient ni les bloquer, ni les soutenir, ni leur barrer la route. Ces deux planètes sont complètement libres. Et c'est plutôt positif pour moi. Vous voyez, hein. Même si actuellement, on a des informations qui sont tout aussi dramatiques, mais je pense qu'il va y avoir une avancée. De plus, Mars, là, qui rentre en balance, qui va y rester pendant à peu près un peu plus d'un mois et demi, il va falloir suivre les thèmes de M. Benjamin Netanyahou et de Vladimir Poutine, parce que ce sont tous les deux des natifs de la balance. Chacun est en guerre, et Mars, c'est la planète de la guerre. Et Mars va traverser donc le ramas planétaire durant dans les semaines qui arrivent là. Donc à suivre également sur ce plan-là ce que ça va engendrer dans le thème de Netanyahou et de Vladimir Poutine. Voilà. Voilà un peu ce que je voulais vous dire pour cette pleine lune. Alors évidemment, sont concernés par cette pleine lune, vous le savez, hein, les natifs du Lion, du Verseau, du Taureau et du Scorpion, notamment les natifs du deuxième décan, hein, sont concernés aussi, je dirais positivement, natifs des Gémeaux, Balance par sextile, et également Bélier et Sagittaire, la pleine lune faisant des sextiles. Hein, voilà. Et puis, évidemment, le Soleil faisant des trigones au Sagittaire et au Bélier, et la Lune faisant des trigones aux Gémeaux et à la Balance. Voilà. Donc, on a plutôt là, voilà un petit peu la distribution. Beaucoup plus tendue, elle est pour les signes fixes, bien sûr. Voilà. Donc, durant cette lunaison, bon, écoutez, si ça se passe sur votre ascendant, vous avez un ascendant Verseau, bah, vous serez peut-être un petit peu plus émotif, un petit peu plus à fleur de peau. Hein. Vous aurez peut-être envie d'être libre. Voilà, vous n'aurez peut-être pas envie d'être sollicité affectivement. Voilà, vous aurez peut-être envie d'être tranquille, de partir vous-même dans vos propres évasions. Hein. Voilà, un petit peu. Eh bien, écoutez, je vais arrêter ici mon bavardage. Je vous remercie toujours de votre fidélité. Les nouveaux venus, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à vous abonner à mon site internet. Mettez-moi un petit pouce, comme je vous le demande de temps en temps. Enfin, rien ne vous y oblige, mais ça permet de référencer ma vidéo dans le fil de l'actualité de Google, et ainsi de rendre ma chaîne un petit peu plus visible et de la faire découvrir à ceux qui ne la connaissent pas encore. Voilà, et puis... Ah oui, une petite chose pour conclure, une petite anecdote. J'ai reçu un message dernièrement de quelqu'un, un message plutôt gentil d'ailleurs, hein, d'une personne. C'était pas un message mal intentionné, mais cette personne dans
dans son mail, me dit à un moment donné, oui, mais Fabrice, j'aime bien ce que vous faites. Vous savez, généralement, quand on me dit j'aime bien ce que vous faites, je dis, oh là là, qu'est-ce que ça prépare derrière? Je deviens paranoïaque à force. Et puis, la personne me dit, j'ai un reproche à vous faire, cependant, Fabrice, c'est que les personnalités que vous traitez sur votre chaîne YouTube, ce sont toujours des personnalités de gauche, de sensibilité de gauche, et vous avez tendance à mettre de côté les personnalités de droite. Ah, me suis-je dit, est-ce que c'est possible que j'ai péché à ce point inconsciemment et que j'ai favorisé plus les personnalités dites de gauche ou de sensibilité de gauche, et j'ai quand même regardé un peu sur mon site, et alors écoutez, franchement, là j'invite cette personne à revoir ses propres fiches et à visiter mon site internet, parce que personnalité de droite, j'ai traité Marine Le Pen, Marion Maréchal, Jordan Bardella, Giorgia Meloni, Éric Zemmour, Donald Trump. Donald Trump, c'est pas un démocrate. J'ai traité Gabriel Attal, Dominique de Villepin, Xavier Bertrand, notre ex-première ministresse. Vous voyez, je vous fais de l'inclusif. Notre ex-première ministresse, c'est Gabriel Attal qui lui a succédé, je ne me rappelle plus de son nom. Ah, je m'en excuse auprès d'elle. Enfin, vous voyez de qui je parlais, j'ai traité son thème. Enfin, écoutez, franchement, j'avais jadis naguère traité le thème également de... Attendez, parce qu'évidemment, ça fait longtemps que je traite les politiques. Alors que les personnalités de gauche, j'ai fait M. Jean-Luc Mélenchon, j'ai fait Manuel Valls, j'ai fait François Hollande, j'ai fait il y a très longtemps Martine Aubry, Ségolène Royal. Ça remonte tout ça en 2012. D'ailleurs, en 2012, pour m'envoyer des petites fleurs, de temps en temps, il faut bien que je caresse mon nombril. En 2012, j'avais annoncé que Marine Le Pen allait monter de plus en plus dans la sphère politique, elle occuperait une place de premier ordre. On en y est aujourd'hui. Donc, personnalité de gauche, qui est-ce que j'ai fait d'autre encore? Attendez, vous voyez, je vous énumère ça, j'ai fait plus de personnalités de droite que de gauche, en fait. Robert Badinter, qui m'a valu une volée de pois verts, entre parenthèses. Voilà, Robert Badinter. Qui est-ce que j'ai fait d'autre encore? Quelle personnalité de gauche aurais-je traité? Je suis en train de réfléchir, mais voilà. Donc vous voyez, là j'en arrive à 7, là j'étais à 11 de droite, donc il ne faut pas venir me faire ce reproche, mais cependant, je sais gré à cette personne de m'avoir fait prendre conscience qu'il y avait un déséquilibre, et je vais donc combler ce déséquilibre, il n'y a pas de raison, et traiter davantage de personnalités de gauche. Je la remercie d'avoir attiré mon attention sur ce plan. Je vais rétablir un équilibre, il n'y a pas de raison. Voilà, eh bien, qui est pris? Qui croyait prendre? Crénon, comme aurait dit Charles Baudelaire. Eh bien, écoutez, sur cette petite note d'humour, je vous souhaite un agréable week-end, prenez soin de vous, si vous êtes en vacances, profitez-en pleinement, parce que, bon, les vacances ne durent pas, et il va y avoir la rentrée avec son cortège de mobilisation, de manifestations et de grèves, bien entendu. À bientôt.